Allez. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vais peut-être... Oui, parfait. Bon, bah, écoutez, bonsoir à tous. Donc, pour ce qui est désormais notre traditionnelle réunion du jeudi soir à 19h en visioconférence. Donc aujourd'hui, ce soir, nous sommes à... Pardon, c'est moi qui avais mal configuré mon micro. Voilà. Donc voilà, donc nous sommes à Grésy-la-Varenne. Je suis donc avec le maire de Grésy-la-Varenne, Bernard Romier, et une partie de l'équipe municipale. Bonsoir. Donc on vient de terminer une journée assez dense, donc à la fois ce matin et cet après-midi à Grésy-la-Varenne. On aura sans doute l'occasion de vous en reparler, mais voilà, je te propose, Bernard, pour commencer, peut-être de dire un petit mot pour te représenter et puis peut-être présenter un peu la commune. Eh bien, donc, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, on a eu l'honneur cet après-midi de recevoir le ministre de la Ruralité, donc il y a eu des échanges très fructueux. Alors, en ce qui est de la commune de Grésy-la-Varenne, pour laisser la place le plus rapidement possible à vos questions, c'est une commune qui a environ 6 000 habitants. Pour lesquels on a de très nombreux projets qu'on aura éventuellement l'occasion d'évoquer jusqu'à la fin du mandat, puisque notre investissement est de l'ordre de 13 millions d'euros. Si vous voulez. Et puis, suivant les questions que vous poserez à Thomas ou à moi-même, eh bien, écoutez, je répondrai éventuellement sur des interrogations plus spécifiques à Grésy-la-Varenne. Donc, on vous laisse la parole, c'est plus simple. Et puis donc pour donner un petit aperçu donc, de ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on s'était donné rendez-vous à la maison des Blanchisseurs, donc qui est un musée donc porté par la communauté de communes des Vallons du Donner, un beau musée qui va ouvrir ses portes dès que la situation sanitaire le permettra. Ensuite, on a donc accueilli donc avec Bernard le ministre qui est arrivé, ministre donc le secrétaire d'État chargé de la ruralité. On a fait une déambulation dans le centre-bourg, ce qui nous a permis de constater la bonne tenue de nombreux projets, notamment d'un point de vue urbanistique, de rénovation, y compris de mise en séparative des réseaux d'eau, etc. Et puis ce projet également de rénovation de la salle dans laquelle nous sommes. Et puis ensuite, on a fait une réunion donc, avec les élus à la fois municipaux et de la communauté de communes avec le ministre, où il y a eu de nombreux échanges. Et puis, le ministre est parti et nous en avons profité pour aller à l'église de Grésy-la-Varenne et on a une démonstration de carillon. Tout à fait. Tu peux peut-être nous dire un mot sur cette particularité de Grésy-la-Varenne? Alors, le carillon de Grésy-la-Varenne, donc, l'histoire nous est expliquée par Clément Perrier. C'est un carillon dont l'origine remonte dans les années 1936-39. Ce carillon avait donc deux cloches. Il y a une cloche donc qui s'est brisée. Elle a été remplacée, je passe un petit peu sur l'histoire, donc il y a eu 5 cloches. Et la particularité de ce carillon, c'est qu'il s'est construit progressivement depuis les années 1939 pour arriver aujourd'hui à un carillon qui comporte 34 cloches installées et 2 qui vont être livrées en cours d'installation. Ce qui fait que le carillon donc, aura 36 cloches et ce qui fait du carillon de Grésy-la-Varenne le plus important dans la région Rhône-Alpes après, comparé par rapport au peu, par rapport à Lyon et par rapport à Chambéry, je crois. Donc voilà le carillon. Il est en train de jouer. Voilà, on l'entend depuis la salle. Donc c'est un élément remarquable du patrimoine de Grésy-la-Varenne. Et puis c'est vrai que dans ce moment de crise sanitaire où les lieux de culture sont fermés, c'est finalement quelque chose qui permet de propager de la culture, de la musique pour l'ensemble de la commune. Voilà. Et puis parmi un autre projet qu'évoquait Thomas, c'est la salle des fêtes où on est, qui remonte aux années 30. On a fait donc, dans le cadre de la participation citoyenne, participation démocrative, une interrogation sur ce que voulaient les habitants de Grézieux. Soit conserver la salle des fêtes actuelle, conserver entre guillemets parce qu'elle va être à réhabiliter, agrandie, passer en haute qualité environnementale, ou en faire une neuve. Et 80% des personnes qui ont répondu étaient favorables à conserver ce patrimoine, donc le restaurer. Et dans la partie patrimoine, ils tenaient la grande majorité à conserver la façade, qui était une architecture un petit peu typique des années 20-1930, si vous voulez, ainsi que les fenêtres aussi. Donc, on a commencé à étudier ce projet avec le CAUE.
il commence à être relativement élaboré. On communiquera dessus quand on a plus de précision, mais il faut savoir que ça sera également rapide, puisqu'on a prévu la livraison fin 2022, début 2023. Parmi les autres grands projets, puis après je vous laisserai la parole bien sûr, on a la réalisation d'un terrain de football synthétique qui est en cours également d'études. On est au stade du recrutement de la maîtrise d'œuvre et ce terrain synthétique devra être livré en septembre 2021. Dans les grands projets également qu'on a, qui ont commencé aussi juste à côté, c'est la restructuration, la reprise, l'extension des réseaux des eaux pluviales et usées. Et là, donc, la somme est assez importante puisqu'elle est de l'ordre de 3 millions d'euros pour favoriser tout ce qui est environnement en utilisant un principe relativement écologiste, on va dire, de système de tranchées drainantes qui est un peu novateur. Et puis un dernier point, puis après je m'arrêterai. Vous savez que la commune a créé une agence postale communale, ainsi qu'elle a mis en place à sa charge un distributeur automatique de billets, un DAB, ce qui fait que les locaux de l'ancienne poste sont actuellement libres et on est en train de lancer un appel d'offres pour les faire vivre. Voilà, on est en train de le voir, le DAB, on le voit derrière, c'est synchronisé. Pour les faire vivre, pour installer donc des activités de préférence commerciale, mais c'est en cours aussi. L'étude est lancée, donc Réseau-la-Varenne, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, va également pas changer, parce que le but, c'est de pas changer, mais va évoluer pour avoir une qualité de vie encore supérieure. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Bernard. Alors je vois qu'on est déjà 25 à être connectés. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse échanger toujours dans la même optique d'échanger avec vous et d'apporter des réponses qui peuvent être à la fois locales ou nationales, ou de noter vos propositions. Donc habituellement, la première intervention est toujours la plus compliquée parce qu'il y a toujours une certaine timidité. Donc allez-y, parce que souvent en fin de réunion, on a du mal parfois à traiter l'ensemble des questions. Alors pour intervenir, il suffit d'activer votre micro et puis vous pouvez parler comme ça, ou alors intervenir au travers du petit chat qui est en bas à droite du système de visioconférence. Est-ce que quelqu'un parmi d'entre vous souhaite intervenir pour commencer? Alors je vois la main de Maurice qui se lève. Maurice, le micro est désactivé pour l'instant. Donc il faut cliquer pour activer le micro. Ah, pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Ou peut-être il y a le choix du micro dans les paramétrages. Alors, on peut peut-être, le temps que Maurice répare son micro, on peut peut-être prendre une autre intervention. Alors, je vois qu'il y a Antonio. J'espère que je prononce correctement le nom. J'espère qu'il aura plus de chance avec son micro. Ah oui, mais alors autant pour moi, Maurice, en fait, c'est moi qui n'avais pas encore activé les micros. Donc cette fois, ça devrait être possible. Est-ce que, Maurice, tu peux essayer de réactiver ton micro? Je crois que c'était de ma faute. Toujours pas. Bon, et ben on va prendre Antonio. Apparemment, Antonio arrive à... Oui, ça marche. Ah, Maurice, je te laisse... Vas-y, Maurice, vas-y, Maurice. Bonsoir à toutes et à tous. Vous vous en doutez, je parlerai du trafic de terre, mais d'après ce que je viens d'entendre, je voudrais rappeler que le territoire est classé à énergie positive et qu'il ne faut pas oublier sur les bâtiments existants ou à créer de mettre des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires thermiques. Ça a été un loupé, selon moi, sur l'école maternelle. Certes, il y a un toit végétalisé, mais le toit végétalisé ne produit pas d'énergie, ni d'eau chaude, ni d'électricité à partir du soleil. Et jusqu'à preuve du contraire, le soleil est gratuit et il faut s'en servir. Ce n'est que dans 5 milliards d'années qu'il aura tellement chauffé que la Terre ne sera plus vivable. On a encore quelques années devant nous. Je laisse la parole à d'autres et je reviendrai sur le trafic de terre dans un moment. Merci. Maurice, tu m'entends, Bernard Remier? Oui. Bon, je t'entends effectivement. Donc, dans la conception de la future salle des fêtes où on est, ça va être étudié, je dirais forcément étudié.
il faut savoir malgré tout que par rapport à l'énergie que tu évoques, notamment en toiture, il y avait des études qui avaient été faites il y a 2 ou 3 ans, qui avaient intégré la salle des fêtes actuelle, qui avaient intégré également la salle des sports. Et il s'est avéré que pour différentes raisons, d'une part de surface, voire d'orientation, ce type d'énergie n'était pas possible si ce n'est rentable. La salle des fêtes va être profondément modifiée, hein, donc il est évident que dans ce cadre-là, on va étudier tout ce qui est récupération donc, du type d'énergie que tu évoques, d'autant plus qu'on s'est associé pour être bien conseillé par un organisme qui s'appelle ALT 69 et qui a remplacé SPUL. Et on l'a pris donc dans nos aides, on va dire. Est-ce que j'ai répondu en partie, Maurice là? Oui, n'oublions pas que l'énergie solaire est gratuite et que les installations sont de plus en plus performantes et que c'est une nécessité si l'on veut que le territoire du syndicat de l'Ouest lyonnais soit vraiment à énergie positive. Alors, c'est à l'horizon 2050, mais 2050, c'est dans très peu de temps et il faut s'y mettre tout de suite. Il ne faut pas attendre 2048 pour se dire « Ah, on a oublié de mettre ce qu'il fallait pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. » Donc, pensons-y dès maintenant. Il y a de nombreuses toitures qui sont bien orientées. J'ai entendu ce que Bernard vient de nous répondre et je le remercie. Et ça vaut le coup, dès qu'il y a un projet, de mesurer les avantages et les inconvénients. Je ne dis pas que tous les toits sont prêts à recevoir des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques, ou les deux, mais ça vaut le coup d'y réfléchir à chaque fois. Un dernier point, puis après on passe à un autre sujet. C'est vrai que bon, c'était un choix architectural pour l'école de la Voie Verte maternelle où il y avait des toits terrasses végétalisés, mais malgré tout, on était arrivé à une qualité même supérieure à HQE, donc on n'était pas énergie positive, mais on n'était pas loin, si tu veux. Et ça s'est relativement confirmé depuis 3 ans qu'elle est créée, donc elle est très peu énergivore, indépendamment des panneaux solaires. Donc en fait, moi je pense que je retiens, c'est que parfois on voit des bâtiments qui n'ont pas forcément de panneaux solaires, mais ce n'est pas forcément un manque de volonté des élus, ça peut être aussi des conditions techniques qui ne le permettent pas, y compris parfois au niveau du réseau. Sinon, il existe d'autant plus qu'il existe des organismes comme les syndicats d'électricité ou Cévival qui permettent aujourd'hui de le faire plus facilement. D'ailleurs, chaque citoyen aujourd'hui peut contacter Cévival, donc qui est une centrale villageoise. Peut-être tu vas en dire un mot, Bernard. Non, mais justement, les études que j'évoquais avec Maurice, ça avait été conduit par Cévival. Okay. On avait fait appel à eux, et puis on avait une réunion avec toi, qui était aussi là-bas, dans le domaine des terres mêlées, où ils étaient encore intervenus. Donc la fameuse étude que j'évoquais, suivant l'orientation des toitures, suivant la dimension suffisante ou pas, ça avait été mené par cet organisme. Et peut-être que tu voulais parler du cadastre solaire aussi. Parle-en, toi. Oui, alors, les collectivités mettent en place, notamment les communautés de communes, un cadastre solaire qui permet d'évaluer pour chaque toiture le rendement potentiellement en fonction de l'orientation, etc. Donc, ça a un intérêt puisque non seulement ça permet d'évaluer le potentiel photovoltaïque sur le territoire, mais ça permet aussi à chacun d'évaluer le potentiel de son toit. Alors, je n'ai plus exactement le lien pour y accéder, mais je pense qu'en accédant sur le site de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Ah, il est même sur le site, voilà. Donc grézieux-lavarenne.fr et il y aura le lien vers le cadastre solaire. Donc chacun peut voir. Et ce que disait monsieur le député, c'est que ça va au-delà des bâtiments communaux, c'est valable pour n'importe quel particulier. Et dernière chose, donc on a en ce moment la loi énergie et climat donc, qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Et dans cette loi, sur proposition de la Convention citoyenne pour le climat, on se pose la question du niveau à partir duquel on impose ou pas la mise en place de panneaux solaires sur certains bâtiments. Il y a un arbitrage entre le faire effectivement pour une logique de développement durable, mais pas non plus trop renchérir, on va dire, le coût de la construction. Donc, voilà, il y a cette question-là. Et en tant qu'élu, on est souvent d'ailleurs en relation avec des propriétaires de toitures. Par exemple, moi, la semaine dernière, j'étais en lien avec le directeur de l'entreprise Cochenou pour voir comment valoriser son toit. Il a plusieurs hectares de toit. Et donc, sur l'ensemble du territoire, ça avance bien. Alors, voilà pour la première question. Alors, je vois qu'il y a eu… Alors, Antonio souhaitait poser une autre question et puis je vois qu'il y en a d'autres qui sont posées sur le chat.
Tout à fait. Mais écoute, oui, bonsoir, monsieur le député, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Antonio Gonzalez, dont je suis coprésident de l'association Chante-Ruisseau à Saint-Genis-les-Olières. Donc, on est voisins, on est juste à côté. Je voulais poser deux questions très précises à monsieur le député, concernant un peu la propreté de nos beaux coteaux et monts du Lyonnais. Je me balade beaucoup à vélo récemment, donc j'ai pu parcourir toutes nos petites routes, nos charmantes routes. Il y a une pollution qu'on ne voit pas du tout quand on roule en voiture, mais qu'on voit bien quand on marche et surtout quand on fait du vélo. Sur les bas-côtés des routes, c'est une catastrophe, c'est-à-dire tous les mètres, pratiquement, on trouve canettes, bouteilles en verre, boîtes McDo. C'est incroyable, le paquet de cigarettes, plastique d'hiver, etc. Ça ne se voit pas, c'est dans les fossés, etc. Bon. La question que je me posais, monsieur le député, quelle solution, qu'est-ce qu'on peut apporter pour nettoyer d'une part, mais aussi pour arrêter, pour éduquer. Je sais que c'est un vaste problème. À Chante-Ruisseau, depuis des années, on a fait des nettoyages, on essaie de sensibiliser notamment les jeunes. Mais aujourd'hui, monsieur le député, qu'est-ce qu'on peut faire pour, d'une part, nettoyer cela? Alors, je sais bien que peut-être on a une responsabilité, maire et association, mais surtout pour arrêter, pour éduquer. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Après, voilà, je prendrai un autre exemple sur Saint-Genis. Ok, merci pour la question qui n'est pas forcément très simple à aborder. Et puis j'ai vu également que vous aviez récemment mis le focus sur la question du Fort Chapoli, où il y avait des détritus. C'est peut-être la suite de la question. Le premier point, je pense que c'est déjà une question d'éducation sur ce sujet-là, mais quand on dit éducation, ce n'est pas que pour l'éducation nationale, c'est aussi les parents au sens large, parce que souvent, quand on a un problème, on pense que l'éducation nationale peut tout résoudre, mais voilà, elle peut contribuer à l'éducation des enfants, mais c'est quand même l'éducation nationale, c'est quand même apprendre, lire, compter, enfin les matières comme ça, et chaque parent est responsable du bon savoir-vivre en société de ses enfants, et on a tous été enfants un jour. Au niveau, j'allais dire, national, que peut-on faire ? Il y a quelques années, il y avait beaucoup de déchets qui étaient, par exemple, des sacs plastiques dans les grandes surfaces. Et donc, par exemple, l'interdiction des sacs plastiques dans les grandes surfaces, je pense que ça a contribué déjà à réduire la quantité de déchets, parce qu'il faut une seconde, même pas, pour construire un sac plastique, mais il faut plusieurs années pour qu'il se dégrade dans la nature. Et notamment, là, vous parlez de la pollution sur le bord des routes, mais quand on regarde les chiffres estimés de plastique dans les océans, par exemple, enfin, des fois on parle de continents de plastique, c'est absolument effroyable. Et en termes de biodiversité, ça pose énormément de problèmes. Et là, nous sommes dans les monts du Lyonnais. Et dans les monts du Lyonnais, sur le bord des routes. Alors, pour faire du positif aussi, mais je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Moi, il me semble que quand j'étais gamin, que je me baladais dans les bois, il y avait beaucoup plus de décharges, de vieilles voitures, etc. Et que, mine de rien, la mise en place de déchetterie à l'échelle du territoire a quand même diminué le niveau de déchets dans la nature de manière assez importante, alors que c'était quand même assez classique il y a 20-30 ans, quand on avait quelque chose, d'aller le mettre au fond de la forêt. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours surveiller, mais j'ai l'impression qu'on globalement, on est quand même plutôt dans la bonne pente. Après, au-delà de l'éducation, on va dire le fait d'avoir des équipements le plus possible biodégradables à l'origine, moi, je n'ai pas de recette miracle. Il y a également la sensibilisation qui peut être faite à l'échelle des collectivités, un peu comme pour les déjections canines. Voilà. Et peut-être que Bernard, en complément, aura une autre réponse. Alors, un complément, mais qui est très local, c'est vrai que ce que vient d'évoquer Thomas, c'est que dans le magasin municipal, de façon récurrente, on fait appel au civisme des gens. Le civisme, ça va des déjections canines, qui n'est pas simple à faire respecter, aux détritus qui sont dans les fossés, comme vous l'évoquez. Bon, alors, ça marche plus ou moins bien suivant les personnes. Et à Grès-de-la-Varenne, il y a une association des familles qui, chaque année, fait ou faisait à cause de la Covid, un ramassage dans le village, dans les fossés, des différents détritus que vous évoquez, si vous voulez. Donc voilà une action qui est faite par des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Ils étaient la dernière fois, je crois, une quarantaine, on s'était regroupés sur là, ils s'étaient répartis encore en groupe de 5 ou 6, et ils ont fait tous les fossés, alors plus ou moins des centres-bourgs. C'est vrai que peut-être que si on prend les fossés en vélo en montant la Luère, on ne va pas si loin.
Donc, ça, après, c'est du niveau communal, mais c'est du ramassage, soit par bénévoles, soit par des employés municipaux. Et c'est vrai, c'est frustrant parce que ça prend du temps, alors que si les personnes faisaient preuve de civisme, eh ben voilà. Et c'est tellement facile de jeter une bouteille ou une canette de bière par la porte de la voiture qui va dans le fossé. Mais ça, je pense qu'il faut éduquer les gens, mais c'est pas facile. Alors nous, on a un certain nombre d'idées, hein, c'est-à-dire qu'on souhaiterait, c'est vrai, vous l'avez dit, monsieur le député, c'est l'éducation avant toute chose. Hein. Alors effectivement, il y a le Covid actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont un petit peu, qui déjeunent dans leur voiture et qui balancent. Bon, il y a des conditions un peu particulières qui font peut-être que ça s'aggrave. Mais je pense que bon, c'est peut-être pas l'objet ce soir. On pourra vous soumettre des idées, mais je pense qu'il faut que l'éducation nationale, par exemple, en collaboration avec les maires, avec les associations dont parlait monsieur le maire, avec nous tous, hein, avec les enfants des écoles, on puisse faire des opérations fortes, à la limite qu'il y ait dans les écoles, dans les collèges, 1, 2 journées, 3 journées dans l'année où on aille nettoyer en collaboration avec les gendarmes, avec les policiers municipaux pour sécuriser les enfants, pour prendre, non pas pour faire le rôle de nettoyeur de la nature, mais pour sensibiliser. C'est-à-dire l'enfant qui va faire 2 ou 3 fois par an cette sortie, ça va travailler, va dire à ses parents de ne pas faire ça, va dire à ses grands frères de ne pas faire ça, et lui-même, quand il sera adolescent, ne le fera pas. Donc je pense que l'éducation nationale, monsieur le député, vous l'avez dit, elle a beaucoup de choses à faire, mais à mon avis, cette éducation est aussi importante que l'apprentissage de l'anglais ou des choses de ce type-là. Alors peut-être là, travailler avec vos collègues députés pour peut-être mettre en place des actions peut-être récréatives, de sortie, de nettoyage, mais au niveau national, où tout le monde s'y met, 1, 2, 3 fois dans l'année, que ça fasse partie du cursus. Voilà. Mais cela dit, je vous enverrai quelque chose, une note plus précise là-dessus. Hein. Volontiers. Alors, 2 éléments complémentaires pour terminer. Vous savez que l'éducation nationale, d'ailleurs, tout le monde ne passe pas à l'éducation nationale, puisqu'il y a bien des sûr, gens bien sûr, mais on peut 50 000, il y en a qui sont dans le privé. Et donc, il y a un nouvel outil, par contre, qu'on va pouvoir peut-être mobiliser, qui est le service national universel, qui va concerner les jeunes de 16 ans, qui va inclure d'ailleurs un volet biodiversité. D'ailleurs, si sur la page YouTube, vous verrez que je suis allé voir, par exemple, le SNU qui avait lieu en Bretagne, et sur les 2 semaines, on peut inclure une demi-journée sur la sensibilisation à la biodiversité, etc. Donc, ça peut être une première piste. Mais le dernier point que je voudrais proposer, moi, c'est que au-delà de ce que peuvent faire les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau local, je pense que c'est aussi une responsabilisation de chaque citoyen, mais même quand lui-même n'est pas contributeur en déchets. Et je pense qu'on doit tous se préparer psychologiquement à la conduite à tenir quand on voit quelqu'un qui vient de jeter un déchet et à comment le dire de manière un peu non moralisante. Donc moi, je vous propose 2 pistes face à ça, parce que moi, j'ai souvent été, pour être très franc, je ne me posais pas vraiment la question quand j'étais citoyen. Mais à chaque fois, quand j'étais maire, je voyais quelqu'un qui mettait quelque chose par terre. À chaque fois, je lui disais, mais bon, parce que je suis maire, donc j'avais aussi ce côté-là. Mais je pense que chaque citoyen peut le faire, en fait, quand je réfléchis. Et je pense qu'il faut juste s'y préparer pour ne pas être pris au dépourvu quand ça se passe. Et moi, je pense qu'il y a 2 possibilités. Il y a soit la première possibilité où on fait un peu le naïf, monsieur, vous avez fait tomber quelque chose, tenez. Et voilà, il se dit, soit ça passe bien. Ne le faites pas si en face de vous, c'est un gros baraquet que vous sentez très énervé, mais vous voyez, chacun vous peut juger la situation. Ou deuxième possibilité, la personne jette quelque chose par terre, vous le ramassez, vous allez le mettre à la poubelle, sans même lui dire, la personne va se sentir très gênée. Et je pense que la prochaine fois, elle réfléchira à 2 fois avant de mettre son déchet par terre. Pour terminer sur une note optimiste que vous évoquez, monsieur, on a fait expérience à l'école, puis le ramassage. Les enfants des écoles élémentaires sont très sensibilisés à ce problème, si vous voulez. Et ils font la morale aux grands frères et aux parents. Je pense qu'il y a une évolution peut-être due à ce qu'on vit actuellement ou un passé récent. Les jeunes, tant au moins qu'ils sont en école élémentaire, sont très sensibilisés. Pour moi, la Suisse n'est pas un exemple à tout prix, mais les Suisses, ils n'ont pas plus de gens qui ramassent des papiers que nous. Par contre, si vous faites tomber un papier en Suisse, les citoyens ont tendance à vous le dire. Alors, il ne faut pas que ça devienne une société de totale délation, etc. Mais je pense qu'il y a un intermédiaire à trouver entre le je m'en foutisme et puis le côté où tout le monde surveille tout le monde. 2 mots sur Chapolin, monsieur le député, qui est un gros truc. Bon, vous avez vu dans la presse dernièrement, on a fait appel à la presse. Site de Chapolin, Fort Chapolin, ça appartient à l'État, c'est à peu près une centaine d'hectares, hein, terrain naturel, classé surface naturelle,
mais il y a aussi des bâtiments. C'était un ancien centre d'action éducative du ministère de la Justice. Il y a eu le village Rome, etc. On ne va pas faire toute l'histoire. Ce centre, depuis 2 ans, est ouvert, totalement ouvert, et c'est devenu une déchetterie. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez absolument tout. Il y a des camions qui viennent déverser des végétaux, des débris de chantiers d'hiver, etc. C'est ouvert. L'État, on l'a alerté. On ne trouve pas d'interlocuteur. On a contacté l'Adréal qui nous disent on va faire une enquête, etc. Le ruisseau du Mégina n'est pas loin. Il y a aussi des produits chimiques, des huiles, des choses comme ça qui traînent. Il y a aussi des bâtiments qui sont totalement ouverts. C'est un ancien fort. Il y a des parties souterraines, etc. Des enfants, des jeunes peuvent rentrer. Il peut y avoir un drame aussi. On est un peu, pour le moment, on a lancé cet appel à la presse. L'État fait la sourde oreille. Vous, donc je m'adresse à vous, hein, bien sûr, et je m'adresse aussi aux maires locaux parce que l'étape suivante, c'est éventuellement proposer des projets pour ce lieu. Hein. On peut faire des choses intercommunales, on peut faire plein de trucs, mais pour le moment, on doit nettoyer cela. L'État ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le simple citoyen de base, la simple association locale ne sait plus quoi faire. Donc, est-ce que vous avez une piste, monsieur le député, pour pouvoir faire avancer ce dossier? Alors, donc, le dossier, vous, ce que vous proposez, c'est le fait de nettoyer le site. Déjà, nettoyer le site, le fermer, le sécuriser. Ah, le fermer, d'accord, ok. Ouais. De tout, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui sont tout à fait à l'air libre. Hein, ils sont squattés. Il y a aussi des gens qui viennent récupérer des radiateurs, des doubles fenêtres. Il y a un trafic là-dedans. Les gendarmes sont prévenus. Ils nous disent on est prévenus, on fait des rondes, mais cela dit, on ne peut pas tout faire. Le maire dit moi, ce n'est pas chez moi, c'est chez l'État. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour débarrasser, dépolluer ce site, qui est une déchetterie. Hein. On en a une à Saint-Genis, mais là, c'est une déchetterie bis. Hein. Et ensuite, donc, c'est l'étape d'après, pour que des collectivités fassent des propositions à l'État pour, fermer bien sûr le site, et en attendant, à moyen terme, faire que ce site qui est merveilleux devienne un lieu de récréation, de mémoire, que sais-je, de plein de choses. Hein. Ah ben, là, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix que l'État, dans un premier temps, assume ses responsabilités, pas forcément en refaisant le site, mais en assurant, on va dire, le fait de murer les fenêtres, etc. Et ensuite, qu'un projet, effectivement, soit établi de concert avec les collectivités. Moi, j'avais eu le cas également quand j'étais maire à Saint-Symphorien-sur-Coise. J'avais les vieilles tanneries qui devenaient des lieux de squat. Il y avait des rings de boxe. En plus, il restait des matières chimiques. Donc, ma crainte, c'était qu'un jour, ça prenne feu et que on est un nuage chimique, on va dire, sur le… Voilà, donc, à un moment donné, avec le conseil municipal, on a fait le choix de prendre nos responsabilités. On a acheté le site et on a requalifié totalement les tanneries. D'ailleurs, bientôt, il y aura un pôle culturel sur une partie qui n'a pas été démolie. Donc, sur le site de Chapely, je vous avoue que j'avais été pas mal sollicité au moment de l'installation du foyer d'accueil. Mais sur le site en tant que tel, je n'ai pas remis… le nez dedans, et donc je note, Sylvie, qu'il faut qu'on se rapproche d'ailleurs du préfet pour voir comment faire évoluer le site. On y va prochainement. Ah ouais, c'est quelle date qu'on y va? Ouais, dans un mois, on me dit d'ailleurs que le rendez-vous est déjà pris, et donc d'ailleurs on a une visite avec le maire. Voilà, on aura une visite du fort qui est prévue. Et je me doute pas. À quelle époque? Fin mai. Si Fabienne, tu trouves la date, ça serait bien, comme ça on pourrait communiquer là-dessus. Et franchement, entre nous, je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont réfléchi à ce sujet-là. Et donc, moi, en tant que député, si je peux contribuer à faire avancer le projet plus rapidement, ce sera avec beaucoup de… On souhaite. Alors, je vois qu'il y a… Voilà, avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous suivent à la fois sur l'outil de visioconférence et sur Zoom. Alors, peut-être que, Fabienne, il y a plusieurs questions. On y va le 27 mai pour répondre à votre question. Alors, il y a plusieurs questions écrites. Alors, on peut prendre déjà des questions écrites qui ont été posées en commentaire sur Facebook. Donc, Arnaud nous pose la question. Le métro E devrait relier Alaï à Bellecour en 2030. Il ne fait pas partie du plan de mandat du Citral 2026, contrairement au projet de télécabinois. Et il me pose la question de quel est, enfin à tous les deux, et alors quel est notre avis sur le prolongement de ce métro E. Alors effectivement, le métro, c'est le Citral, donc qui gère comme l'offre de transport collectif, d'ailleurs métro, télécabine, bus, la ficelle pour monter dans le Julon, c'est le Citral le funiculaire, voilà, qui gère tout ça.
Aujourd'hui, la gouvernance du Citral a été profondément modifiée depuis les dernières élections municipales et métropolitaines avec un nouvel exécutif qui, semble-t-il, est beaucoup moins enclin à faire des investissements, on va dire, dans le métro qu'il juge trop coûteux et privilégie davantage les investissements plus légers, notamment en termes de bus, télécabines, etc. Donc, moi, mon rôle en tant que parlementaire, c'est de fixer au travers de la loi, avec les autres collègues, avec l'Assemblée et le Sénat, la manière dont les collectivités fonctionnent. Ensuite, les collectivités s'administrent librement et ni le parlementaire que je suis, ni même l'État n'a à mettre son nez dans les décisions qui sont prises par les collectivités du moment où elles sont légales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des élections démocratiques, la nouvelle collectivité souhaite privilégier tel ou tel mode de transport. Sur le papier, on ne peut pas faire grand-chose. Après, dans la réalité, c'est un peu différent parce que je suis en relation avec le président de la métropole, par exemple, qui est président du Citral également régulièrement. Et donc, je peux prendre des positions, essayer de pousser dans un sens ou dans un autre. Et à chaque fois que notamment concernant ce métro, enfin moi je pense que le métro est quand même une solution qu'il faut considérer vraiment à sa juste valeur et qu'il faut réfléchir quasiment à horizon d'une centaine d'années quand on parle d'amortissement du métro, parce qu'une fois qu'on a fait le trou, c'est le plus coûteux. Après, on peut amortir cet investissement pendant une centaine d'années, d'autant plus à une période où le loyer de l'argent, le coût des intérêts est très faible. Donc, j'essaie de pousser pour à la fois ce métro E et également l'extension du métro donc, qui va prochainement arriver à Saint-Genis-Laval. Donc, moi, ça sera la première fois qu'un métro arrivera sur la circonscription pour envisager aussi un bond supplémentaire un peu plus long. Je ne sais pas, Bernard, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce métro E? Par rapport au métro, effectivement, il semblerait que la nouvelle direction du Citral le remette en question par rapport aux arguments qu'évoquait donc Thomas. Et puis, il faut savoir également qu'au point de vue mobilité, en faisant simple, le Citral va être remplacé par un établissement public. Et cet établissement public qui va gérer les différentes installations ou pas. Et cet établissement public, il va être essentiellement géré par la métropole, donc dont vous faites partie, puisque le président sera de la métropole et la métropole aura 74% des voix. Pour vous situer le poids, bon, puisqu'on parle de Grézieux, même pas Grézieux, mais la CCVL, dans ce nouvel organisme, aura un élu, qui aura 2 voix. Donc, il semblerait, alors moi, comme Thomas, je suis très favorable au métro jusqu'à Laï, au moins, mais il semblerait que la nouvelle direction soit essentiellement dépendante de la métropole, en présidence et en nombre de voix. Donc, tout l'Ouest lyonnais, la CCVL en général, on aura un représentant qui aura 2 voix, donc on pèsera relativement peu. Donc, on essaiera de faire remonter au maximum nos idées, mais je pense que ça va devenir un problème essentiellement métropolitain. Sachant que chaque communauté de communes va être dans cette interco, donc il y aura la CCVL, la CCVG, la COPAMO, la CCPA, la CCNBL, enfin toutes les communautés de communes. Avec peu de voix. Et donc, ce qui est important dans ce que vient de dire Bernard, c'est qu'au 1er janvier 2022, sera mis en place le Citral nouveau format à l'échelle de l'ensemble du Rhône, donc métropole et Nouveau-Rhône. Et donc, ça permettra quand même une homogénéisation de l'offre collective de transport et une tarification unique. Il en sera fini d'une certaine manière des bus rouges et des bus bleus pour avoir quelque chose de collectif. Et moi, je fais confiance quand même à l'intelligence de la gouvernance du Citral pour essayer de prendre en compte les uns et les autres. Et je pense que du côté des territoires ruraux, il faudra qu'on soit très attentif au fait de vérifier l'adéquation entre ce qui est mis en financement, on va dire, sur la part financement du Citral et le retour qu'on a en termes d'offres de services. Sachant que le financement, il y aura 2 types. Enfin, en fait, il y a 3 types. Le Citral se finance avec 3 parts, à peu près un tiers. Le premier tiers, c'est les tickets payés par les usagers, mais c'est seulement un tiers du financement du Citral. Le deuxième tiers, c'est les subventions des collectivités, donc les collectivités qui paient directement. Et le troisième tiers, c'est le versement transport ou versement mobilité qui est payé par les entreprises sur la base de leur masse salariale. Et alors, il y avait une question peut-être un peu plus qui rejoint un peu ça. Est-ce que concernant la municipalité de Craponne, est-ce que Hélène souhaite la poser
oralement, c'est toujours plus sympa. Sinon, Hélène, je peux lire la question qui a été posée. Est-il envisageable de trouver un accord avec la municipalité de Craponne pour assurer une meilleure connexion piétonne et cycliste dans la continuité du chemin de l'Épédon? Alors, Hélène, est-ce que je Oui, vous vois? c'est moi. Allez. J'ai ouvert le micro et les caméras. Oui, ça concerne le passage qui permet de rejoindre Craponne à partir du chemin de l'Hippodrome et qui n'est pas sécurisé sur à peu près 20 mètres. Alors, bien sûr, on est sur la commune de Craponne, mais ma question était de savoir s'il n'était pas envisageable trouver un accord avec Craponne pour aménager ces 20 mètres pour qu'ils soient sécurisés pour les piétons et les cyclistes. Je peux répondre, Thomas? Là, je suis parfaitement Oui, je pense que c'est plus une question. pour répondre. Voilà. Thomas, il se dérobe alors. Ouais. Non, sincèrement, finalement, non seulement c'est envisageable, mais ça va être fait. C'est parfait. Ça va être fait. Alors, dans ce contexte, on va même étudier des cheminements piétons entre Grézieux et Craponne. Donc là, on dépasse l'intercommunalité, on va jusqu'à la métropole, dans deux directions. Dans la direction chemin des Mouilles pour la Craponne, mais au-delà des points que vous évoquez. Et puis la deuxième partie, Thomas l'a évoqué rapidement, ça serait une deuxième liaison piétonne qui partirait du musée maintenant, qui est à la fois CCVL et Craponne, et qui pourrait rejoindre Craponne en empruntant la route des Pierres Blanches. Donc, j'ai encore vu Madame Sandrine Chadier cet après-midi pour le musée, si vous voulez. On l'avait vu, c'est évoqué. Donc, il y a deux axes, non seulement pour les 20 mètres, mais de prolongation, de jonction, on va dire, entre Grézieux, Craponne, chemin des Mouilles d'une part, Pierre Blanche d'autre part. Et aussi bien les deux communes sont très favorables à ce type de projet qui correspond à la mobilité. Il y aura d'autres. Oui. Et c'est vrai qu'avec le confinement, il y a énormément de passages piétons, notamment sur le secteur. Voilà. Pour information, mais là c'est peut-être moins Craponne, mais vous êtes habitante de Craponne ou de Grézieux, madame? Grézieux. Grézieux. Hélène Sorlin. Ah, mais oui, je n'ai pas reconnu. C'est marqué Hélène So, c'est pour ça. Ah, oui, parce que je suis enregistrée comme ça sur Zoom. Ah, c'est pour ça. Je peux être voilà. Mais je te c'est mon nom pour le sport, ça. Mais bon. Donc, j'ai répondu à une partie de tes questions, dans ton quartier par là-bas. Et puis, d'autre part, il y a différents projets qui sont au point de vue déplacement doux. Alors, c'est Grézieux qui devient un petit peu le centre de ce type de déplacement. Il y a un projet qui va être relativement sympa, à mon avis, qui va permettre de rejoindre Grézieux et Branda en empruntant l'ancien viaduc. Oui. Donc là aussi, il y a une histoire. Il y a un coût qui est d'1,5 million. Mais je pense que ça va être relativement intéressant pour différentes liaisons. Il y a également une liaison en mode déplacement doux qui est étudiée actuellement entre Pau-Lyonnais et puis Pau-Lyonnais, Grézieux en empruntant une partie de Vaugneray. Il y a plein de projets au niveau de la CCVL qui sont en train de se mettre en place sur les modes de déplacement doux. En plus des 20 mètres de… Voilà. Et donc là, au sein de la CCVL, vous avez sans doute fait un schéma des mobilités douces, comme on dit souvent, mais avec la commune de Craponne, pour le coup, c'est vraiment de l'intelligence de situation et le fait de discuter avec la commune voisine, même si elle n'est pas… Absolument. Oui, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous nous renvoyez plutôt sur le fait que c'était Craponne, que c'était compliqué. Donc, si un accord a pu être trouvé, en concertation, c'est parfait. Avec la nouvelle maire, Madame Sandrine Chadier, que je rencontre régulièrement, notamment par le musée, et puis différents adjoints qui l'entouraient. Donc, il y a une volonté, indépendamment des 20 mètres qui vont se faire, de faire vivre les liaisons Craponne-Grézieux en mode de déplacement doux. Et on peut aussi vous féliciter, Monsieur le maire, par rapport à la voie verte qui a été faite entre Grézieux et Sainte-Consorce. Absolument. Très, très empruntée par les vélos, les marcheurs, par les familles. Donc, c'est une très, très belle chose. Je pense que ça ne va pas durer. Mais pour l'instant, si vous me félicitez, je ferai d'autres interviews avec Thomas. Je pense que Maurice, qui va parler dans quelques temps, ça sera moins facile. Alors, Maurice, si tu permets, il y a beaucoup de questions, je vois, qui sont… Alors, est-ce que Thierry, qui a une question concernant la Grande Rue, souhaite intervenir? Ce serait toujours plus sympa. C'est une grande question. Ah, Thierry, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je me suis installé récemment sur Grézieux-la-Varenne et c'est vrai que j'ai remarqué l'année dernière, après le premier confinement, la municipalité a décidé de
barrer temporairement dans les journées la grande rue pour faciliter l'exercice des restaurants en terrasse. Et j'ai trouvé l'idée assez sympa sur le principe, qui a donné de la vie à Grézieux le soir, en début de soirée. Alors, c'est ce que j'ai mis dans mon message, sûrement que les habitants de la grande rue étaient peut-être un peu moins satisfaits. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans les années à venir? Enfin, c'est plutôt une question sans forcément avoir à attendre une réponse, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était bien peut-être à renouveler pour l'activité du centre-village en début de soirée. Et Bernard, c'est la rue dont tu vas parler tout à l'heure qui débouche sur les platanes, là, c'est ça? C'est un peu plus bas là. Un peu plus bas, d'accord. On l'a emprunté, j'ai montré à Thomas. Pour répondre à votre question, la demande avait été faite par les restaurateurs après le premier confinement pour récupérer un petit peu leur chiffre d'affaires, pour accroître leur surface extérieure, si vous voulez. Donc, on y avait accédé volontiers. Il y a beaucoup de personnes de Grézieux et d'extérieur qui ont énormément apprécié ce principe. Modestement, ça fait un peu vieux lion, modestement, hein, mais c'est sympa. Par contre, il ne faut pas se le cacher, il y a pas mal de riverains, ils sont peu nombreux, ils sont 4 ou 5, mais il faut les prendre en compte parce qu'ils sont vraiment impactés au plus près, si vous voulez, et qui n'étaient pas bien heureux, on va dire. Alors, pour l'instant, on est en train de réfléchir à ce sujet. J'aurais tendance à dire que l'expérience pour moi était intéressante, mais j'oublie pas aussi ces riverains que je peux comprendre. Il y en a certains dont les fenêtres de la chambre à coucher sont à quelques mètres des terrasses. Alors c'est vrai que c'est l'été, c'est calme, les gens ils sont Grézieux, c'est sympa, ils parlent un peu fort. C'est pas des mauvaises personnes, si vous voulez. Ils boivent un coup, ils fument une cigarette, ils passent la soirée. Alors, on est en train d'étudier, il y a différentes hypothèses réglementées. Bon, on est en train d'étudier, et d'autant plus que dans le cadre de la mobilité, qui va devenir compétence intercommunale, on va étudier également différents cheminements, on va dire sécurisés, qui intégreraient les cheminements piétons, les personnes en mobilité réduite, et va se poser dans les jours qui viennent le devenir de terrasse ou non. C'est vrai que la grande majorité des personnes, à 90%, sont trouvées, un peu comme vous, l'expérience très sympathique. Moi, pour la commune, je trouve que c'est très bien. Alors, on l'étudie, mais c'est vrai, il y a quelques riverains. Il y a également quelques contraintes aussi évoquées par certains riverains du centre-bourg. C'est comme la rue, elle est barrée à partir d'entrepôts, le flot de voitures qui empruntait donc cette partie qui est réservée aux terrasses, emprunte le centre du village, qui est relativement étroit, et ça peut poser à certaines heures quelques difficultés de circulation. Donc ça, on est en train d'étudier. Et bien, la réponse, elle va apparaître dans quelques jours, là, si le confinement nous laisse la possibilité. Et vous, d'après j'ai compris, vous serez plutôt favorable à renouveler l'expérience. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que, alors déjà, bravo, parce que, bon, même si je suis arrivé récemment sur Grézieux, c'est une commune que je connais pour l'avoir traversée assez souvent dans le passé. Bravo pour le renouvellement du centre-village. Je trouve que à mon avis, les commerçants s'y retrouvent bien grandement par rapport à leur ancienne installation. Premièrement, parce que c'est pratique pour nous, habitants, et puis ceux qui traversent le village peuvent s'arrêter auprès de nos commerces. Et en plus, on a des commerces de qualité. Donc voilà, je pense que Grézieux, on a une chance d'avoir des commerçants de qualité, des restaurants de qualité. Donc voilà, l'idée, ce serait d'essayer de poursuivre sur cette image. Et effectivement, alors même moi, j'allais jusqu'à, pourquoi pas dire, mais c'est vrai que je ne connais pas les flux de circulation, pourquoi pas rendre inaccessible en fait cette rue aux voitures définitivement, à part pour les habitants de cette rue, puisque je pense que de faire un détour sur les rues parallèles ou qui entourent le village n'est pas un grand détour vu la taille du centre-village, et ça permettrait peut-être de redynamiser autrement la grande rue par du commerce ou de l'activité vivante. Voilà, donc c'était une réflexion que j'avais comme ça, mais sans forcément être allé jusqu'au bout des choses.
Je ne veux pas monopoliser la parole par rapport à Thomas aux autres questions, mais je veux bien répondre par rapport à ça. Ça, c'est un scénario qui avait été étudié, si vous voulez. La Grande Rue, depuis des années, on a étudié la mettre dans un sens, dans l'autre. On a fait même l'expérience, un peu comme les terrasses, de la fermer de façon partielle et que le flot de voitures passe par le centre d'église. On n'a jamais trouvé de solution miraculeuse. Le problème de la fermer, alors les commerçants, ils ne sont pas très favorables. Parce que si, par exemple, on ferme la Grande Rue, toutes les personnes qui habitent à l'ouest de Grézieux, partie Ferrières, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la rue de la Luère et ils ne vont pas faire le crochet pour le commerçant de Grézieux, mais ils vont filer sur Craponne, si vous voulez. Donc, ça peut faire éventuellement des dégâts collatéraux. Donc, ça avait été envisagé, ça. Mais le problème, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Et puis, par rapport à ce que vous évoquez, monsieur, aussi, alors je ne sais pas si c'est le début, alors c'est vrai, je suis très content, même si je ne suis pas entièrement responsable de l'installation des commerces de Grézieux, en partie, mais bon, c'est surtout les commerçants qui sont installés, notamment les différents commerçants, les différents restaurants, mais pas que. Et c'est vrai, je suis fier parce que par rapport à d'autres communes que je ne veux pas citer, le centre de Grézieux est devenu très vivant, avec des commerçants de qualité, je vous le confirme. Et alors, vous savez certainement que l'ancienne poste a disparu, puisqu'on a fait une agence communale. On a remis le DAB à cause des commerces. Et dans les anciens locaux de la Poste, on est en train d'étudier avec Madame Isabelle Seigle-Ferrand qui s'occupe de ce sujet et la commission, la possibilité de faire venir d'autres activités. Donc, on en est au stade d'appel d'offres et d'après ce qu'on peut pressentir, il y aura relativement des demandes intéressantes. Donc, ce qui favorisera encore la vie d'un centre de Grézieux. Et un dernier élément, après j'arrêterai. Vous connaissez également le site de l'ancienne école maternelle. Donc, au milieu du mandat, pour répartir les charges financières et de personnel, on va étudier l'univers de ce site. Et là aussi, on peut imaginer un aménagement auquel sera conviée la population en participation qui pourrait accroître la vie d'un centre du village. Et alors, j'en profite pour faire la présentation, si tu permets, Thierry. Thierry, le président de la société Rhône Environnement. Et donc, c'est un expert de tout ce qui est recyclage des matières, notamment. Et donc, enfin, ça peut souvent aider dans les politiques publiques, surtout que vous avez plein de travaux à Grézieux. Absolument. Et donc, voilà, je pense que vous aurez peut-être à échanger ensemble, peut-être dans Alors, vous sachez, monsieur, qu'on a créé également, dans le cadre de la participation citoyenne, des quartiers. Hein. Donc, on pourrait utiliser vos compétences au sein de votre quartier. Je ne sais pas, vous habitez à Grézieux? Chemin du Pirou. Eh bien, chemin du Pirou, voilà. Un quartier. Avec le chemin du Ravagnon où les voitures vont trop vite. C'est ça? Voilà, oui. Les voitures qui courent sécurité au rond-point, c'est ça? On est bien d'accord. On connaît bien le problème. Bon, en tout cas, on voit bien la difficulté du rôle d'élu qui est de concilier les intérêts différents entre ceux qui veulent les restos, la rue pour les restos, ceux qui veulent la rue pour accéder à leur Ce qui est intéressant, je ne connais pas le prénom de monsieur, mais c'est vrai, Thierry, on peut échanger, puis c'est toujours en discutant qu'on arrive à résoudre les problèmes, tout au moins les atténuer. En tout cas, l'utilisation de la voie publique, c'est un sujet, c'est un sujet qui demande beaucoup de discussion. Bon, merci beaucoup Thierry. Et puis, merci. Je crois que tu étais venu habiter à Grézieux-la-Varenne. C'est très bien. Très bon choix. Très bon choix. Merci. Alors, Marc, je vois toujours une question concernant le transport collectif Tassin-Gorge-de-L'Eau. Je ne sais pas si Marc souhaite intervenir. Marc Grenet, et il pose la question, c'est une réunion Grézieux ou Saint-Genis? Alors, non, mais c'était une petite remarque taquine pour Antonio qui a très bien compris, qui m'a répondu non, mais je suis dans la circonscription aussi, non, pas de. Non, je profite quand même effectivement pour parler d'un autre sujet on a une difficulté technique surtout qui a été développée par cette histoire de confinement, etc. On a un réseau aujourd'hui, accès à Internet et puis également des zones grises téléphone quand même sur notre secteur où on a des soucis. Il y a des parties de la commune qui aujourd'hui sont un petit peu en difficulté technique là-dessus. Et on n'a pas eu trop d'informations récentes sur le déploiement en particulier de la fibre et où est-ce qu'on en est et comment les choses avancent, parce que je sais que sur d'autres communes, il y a des difficultés aussi. Question, Marc, toi, tu habites à Grézieux-la-Varenne aussi? Ah oui, d'accord, ok, tu vois, en fait, je connais plein d'habitants de la commune. Et alors, pour te dire la fibre, je laisserai Bernard répondre, mais tout à l'heure, on est passé dans la rue, on a vu que les armoires étaient installées, et effectivement, tu m'as confirmé que tu suivais bien le dossier, mais que ce n'était pas toujours facile. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre à Marc.
Alors, en ce qui est de la fibre, tout à l'heure, on a fait une réunion avec le ministre, et puis à cette réunion, il y avait notre cher député, il y avait aussi donc le président du Rhône, Guillotot, qui nous a confirmé que dans le Rhône, fin 2022, la fibre serait installée. Voilà, ça c'est pour le Rhône en général. En ce qui est de la fibre à Grézieux, bon, on suit l'évolution, toutes les zones ne sont pas encore couvertes. Il faut savoir qu'on avait invité, pour ne pas dire convoqué, le responsable de la fibre d'Orange à la CCVL, parce qu'il y avait des sous-traitants d'Orange qui faisaient un travail pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Donc cette réunion a permis, semble-t-il, de recadrer Orange, qui se permettait des choses inacceptables. Notamment dans d'autres communes, Grézieux était un peu mieux servi, mais ce n'était pas extraordinaire. Donc, il a été confirmé, alors aussi il faut être prudent, hein, que, comme l'a annoncé le président du Rhône, que le Rhône en général et Grézieux en particulier recevraient la fibre fin 2022, que les délais seraient tenus. Et alors, concernant la boutade, pour savoir si c'est une réunion Grézieux-la-Varenne ou Saint-Genis-les-Olières, en fait, les réunions sont ouvertes à chaque fois à tous, mais effectivement, vu que c'est un maire en particulier, souvent, c'est les habitants de sa commune qui s'y connectent. Et alors, la petite devinette, c'est est-ce que tu sais combien j'ai de Saint-Genis, moi, sur la circonscription? De Saint-Genis, d'appellation Saint-Genis? Ouais. 5 ou 6? Encore une fois, non, j'en ai 3. Oh. Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Olières et Saint-Genis-l'Argentière. Donc, c'est une petite particularité. 3 ou 5. 3 ou 5, voilà, mais t'étais pas mal là. Alors, je prends une autre question, sachant que je vois que l'heure avance. Alors, bon, Thierry parlait des dépôts sauvages, mais voilà, je pense que c'est vu. Alors, Laurence parle du manque de transport de nuit. Alors, je ne sais pas si Laurence souhaite intervenir. Où je vois qu'il y a également Génie Dalle, j'espère que je prononce correctement, qui parle de l'ancienne ligne. Est-ce que Génie ou Laurence souhaitent intervenir? Sinon, je peux poser la question. Donc, la question qui est posée par Génie, c'est pourquoi ne pas travailler sur l'ancienne ligne de train-tramway Lyon-Vaugneray? Je pense que c'est une... Alors, cette dame n'est pas en ligne, non? Sinon, on n'aurait pas, ça aurait été plus simple. Génie. Alors, moi, je suis là. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, c'est vous qui avez posé la question par rapport au petit train, c'est ça? Non, moi, j'avais posé la question pour les transports de nuit. Ah bon, c'est pas mal. Bah, comme vous voulez. Déjà, en tant que femme, et avec les problèmes de harcèlement de rue qui sont très fréquents, il y a beaucoup de femmes qui prennent des Uber, qui se font des fois aussi harceler par des chauffeurs Uber. Et finalement, il y a beaucoup de transports en commun nocturnes à Paris qu'on n'a pas forcément en région lyonnaise. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais les transports, vous parlez d'une région particulière, de Grézieux en particulier ou pas? Du Rhône du Rhône en général et après de Grézieux ou de n'importe quel autre endroit en fait. Hein. Vous habitez Grézieux, madame, non? Non. Bon, je peux répondre pour Grézieux, mais... Oui, vas-y, je vais répondre pour Grézieux. Alors, pour Grézieux, non, alors... en général, non? En général, alors, je connais mieux le cas de Grézieux où les bus arrivent à Grézieux le plus tard à 21h, si vous voulez, ce qui fait qu'on a pas mal de réclamations de jeunes ou de dames, surtout de jeunes d'ailleurs, qui rentrent de soirée, voudraient des bus jusqu'à minuit. Alors, on a interrogé bien sûr le Citral, mais le Citral va évoluer. Donc, ce qui nous est répondu, alors je parle pour Grézieux, c'est que, alors il faut peut-être l'entendre aussi, c'est que ce n'est pas rentable, que si on mettait des bus, par exemple, je ne sais pas moi, toutes les heures entre 9h et minuit, il y aurait 1 ou 2 personnes et que c'est beaucoup trop cher. Voilà, c'est ce qui est dit. Il y a beaucoup de personnes, après c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire s'il n'y en a pas, il n'y aura jamais personne. Et finalement, il y a peut-être beaucoup de demandes et les gens le font pas parce que ou les gens qui travaillent de nuit, que ce soit dans les usines ou de 8, ou que ce soit, moi dans ma société, il y en a, du coup, que ce soit dans les hôpitaux par exemple, et finalement, on tourne en rond. À ce moment-là, on ne résout jamais le problème. Alors, madame, je vous confirme, là aussi, je prends mon cas de Grézieux que je connais mieux, si vous voulez. C'est, alors, pas spécialement les bus de nuit ou de soirée, mais c'est les bus en général. Et c'est vrai que tout à l'heure, on l'évoquait en début de réunion, le Citral va changer. Et ce qui est important, c'est d'améliorer la fréquence.
Parce que si la fréquence n'est pas suffisante, les personnes ne prennent pas la voiture, si vous voulez. Et donc, on n'arrive plus à savoir la cause et la conséquence. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, il y aura un gros travail. Alors, je ne sais pas votre région, mais nous, on va à notre niveau. Donc, je ne suis pas très loin, mais je connais bien la région. Donc, vous êtes où, madame? Vous êtes où? Je suis à Neuville-sur-Saône, mais je connais bien la région. La région. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à voir avec une nouveau citral, en améliorant les fréquences. Peut-être qu'il y aura plus de monde et ça fera boule de neige. Mais là, il va y avoir une grosse négociation à faire. D'accord. Ok. Et moi, pour notre témoignage concernant la ligne 2X, qui traverse la circonscription, donc qui part de Gorge-de-Loup à Chazelles-sur-Lyon, le dernier départ est de Gorge-de-Loup à 20h30. Et c'est vrai que c'est déjà très bien, mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je rentre de Paris, ça m'oblige de partir à 18h de Paris pour ensuite prendre le métro à Lyon et arriver. Et c'est sûr que s'il y avait une ligne un peu plus tard, ça m'arrangerait, mais y compris la ligne à 20h30, déjà, je constate qu'elle est peu fréquentée. Donc, effectivement, c'est un équilibre entre l'offre et la demande. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Alors, le déploiement fibre, donc ça avait été questionné, mais ça a déjà été abordé. Voilà. Roger qui dit les nouveaux arrivants veulent prendre le pouvoir. Alors, si Roger souhaite préciser sa question réellement, qu'il n'hésite pas. Thierry qui reparle du réseau fibre, ça fait poser beaucoup de questions. Et Hélène qui repose une question concernant l'écriture inclusive. Je ne sais pas si Hélène souhaite reprendre la parole. Je prends les questions dans l'ordre où elles arrivent. Alors, j'ai remis la vidéo. Apparemment. Donc, l'écriture inclusive, c'est quand on écrit avec les EES, c'est ça, hein? Avec le point. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est lorsqu'on écrit avec le point pour l'accord, par exemple, avec le point, le E, point S, pour faire au féminin, par exemple. OK. Et en fait, tout ça, alors je suis féministe dans l'âme, hein, mais tout ça pour, comment dire, éviter les discriminations entre le masculin et le féminin. Parce qu'on a peut-être, en tant qu'ancien Stitch, je peux le dire, on a peut-être le tort de dire que c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais en réalité, j'avais changé ma formule et je disais qu'on écrivait au plus simple. Et non pas que c'était le masculin, quand on faisait l'accord féminin au masculin, que c'était le masculin qui l'emportait, eh bien, je disais qu'on écrivait au plus simple, donc on ne mettait pas le E, par exemple. Voilà. Alors, ma question, c'est qu'on en parle assez fréquemment et on a déjà certains textes dans lesquels, certains documents dans lesquels on la retrouve, cette écriture inclusive, et je trouve qu'elle présente des difficultés de lecture pour ceux qui ne sont déjà pas habitués à lire couramment, fréquemment, enfin voilà, ça crée une difficulté supplémentaire, quoi. J'espère simplement qu'elle ne sera pas adoptée dans les documents officiels. Très bien. Alors là, ça tombe bien parce que j'ai un collègue député qui a déposé fin février exactement une proposition de loi dans le sens de ce que vous indiquez, c'est-à-dire interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Peut-être que Fabienne ou Sylvie peuvent le coller dans le chat, je vous l'ai envoyé. C'est un député qui s'appelle François Jolivet. C'est vrai que ça fait beaucoup de débats à l'Assemblée. Alors des fois, je ne sais pas au final, moi, si c'est une question mineure ou majeure. Bon, il y a des questions sans doute plus importantes. Oui, il y a des questions plus importantes, mais voilà, ça peut impacter la vie quotidienne de chaque citoyen, quoi. Et donc, voilà, il y a des communes qui commencent à l'utiliser. Donc, l'objet de la proposition de loi, ça serait justement de clarifier les choses et d'éviter que, en fonction de la sensibilité politique de telle ou telle commune, il y ait des modes d'écriture un peu différents. Mais voilà, donc la proposition de loi, donc, qui va être étudiée par la commission des lois dans les prochaines semaines, sans doute, va suivre son chemin et va avancer. Voilà. Mais pour l'instant, de mon point de vue, l'État s'interdit d'utiliser cette écriture. Alors, il peut y avoir quelques exceptions. Ça peut être des fois des collectivités qui veulent avancer à ce sujet-là. Et donc, la proposition de loi, ça serait d'interdire à l'ensemble des documents administratifs. Je voulais dire quelque chose. Oui. Je voulais préciser que le bus 72 qui part de Gorge-de-Loup, il arrive très tard, peut-être même jusqu'à 24 heures. Mais c'est vrai qu'il arrive à Grézieux-la-Varenne, mais un peu d'une manière décentralisée.
mais il y a des bus qui arrivent jusqu'à, je crois, 24 heures. Alors peut-être pas en ce moment à cause de la pandémie, mais il m'est arrivé d'arriver très tard, peut-être, je ne sais pas si c'est 23 heures ou 24 heures, mais qui arrive à Grézieux-la-Varenne très tard. Maintenant, c'est vrai que l'arrêt du bus, c'est décentralisé, c'est avenue Marcel-Mérieux. Oui, c'est voilà. Très loin du centre, là. C'est loin du centre, mais disons que ça peut permettre à quelqu'un de connaissance qui vienne chercher la personne là-bas et puis l'amener au centre de Grézieux. Ça peut être une solution. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Malheureusement, on va devoir faire des choix parce que je vois qu'il est déjà 8 heures. Mais il y avait notamment un monsieur qui, je crois, nous avait contacté en amont, qui aurait eu du mal à se connecter, un monsieur qui s'appelle Francis Madvon, qui a 82 ans, qui est un ancien conseiller municipal. Peut-être que ça te dit, enfin, de 71 à 77. Alors, ça commence déjà, je connais bien Francis Madvon, oui. Ancien commerçant, oui, je connais bien. Qui nous a dit… Skieur. Et skieur, peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas si… Parce qu'il avait dû, comme il a 82 ans, il ne savait pas s'il allait arriver à se connecter. Et donc, il dit, il y a 70 ans, il y avait 1050 habitants à Grézieux-la-Varenne. Il y a de plus en plus d'habitants et toujours la même route. Il faudrait arrêter les constructions et faire des routes. De plus, la surface des constructions était avant de 1000 à 1500 mètres carrés. Et maintenant, on construit des maisons sur de très petites parcelles de 250 mètres carrés, bien trop petites pour vivre. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut répondre à… Ah ben, je vais répondre. Alors, je pense que c'est Francis Madvon. Donc, Francis, c'est toi, je peux mettre te tutoyer parce qu'on se tutoie. Alors, c'est vrai que la commune de Grézieux-la-Varenne a beaucoup évolué. Par exemple, moi, je suis arrivé à Grézieux en 77, il y avait 2000 habitants. Tu vois 2000. Et là, on est, alors, au recensement de 2018, on est 5949. Il y a 2 ans, allez, on va arrondir, on va dire qu'on a 6000 habitants. Donc, ce qui veut dire qu'en 45 ans, en simplifiant, la commune a triplé. Alors, ça, c'est dû au fait qu'elle est au port de la métropole, qu'elle est attractive parce que, bon, elle est près des commerces, elle est près de la métropole, elle est près de la Luère, il y a pas mal de loisirs. Et c'est vrai que pendant des années, au point de vue démographie, ça a relativement explosé. Alors, pour contrer ce problème de démographie, pardon, je commence à fatiguer, de démographie, et puis également au point de vue urbanisme, en 2018, on a mis en place un PLU qui est relativement drastique. Parce que par rapport à l'époque que tu évoques, quand je suis arrivé, moi, à Grézieux, les terrains c'était réglementé 1500 mètres, mon voirie, donc tu arrivais à avoir des terrains de 1200, 1300 mètres. Simplement, la loi SRU te dit que maintenant, il n'y a plus de surface minimale. Donc, on ne peut pas interdire, dans la mesure où les personnes respectent les règlements de l'urbanisme, on ne peut pas interdire de construire. Pour te donner un exemple, avant qu'on adopte le PLU, le triste record, c'était une maison qui s'était faite sur 200 mètres. Une maison, forcément. Donc, pour pallier à ce handicap, on a fait, je le disais, un PLU relativement drastique. Donc, comme on n'avait pas le droit d'imposer des surfaces minimales qui est illégales, on a trouvé d'autres arguments de règlement. On a créé, par exemple, dans les zones UC, un règlement de biotope qui impose une partie ou un équivalent de partie en pleine terre. On a également imposé, dans certains secteurs, qui sont les zones notamment UC, des secteurs de pleine terre. On a imposé également des surfaces de parking à l'extérieur. Tout ça pour, entre guillemets, agrandir la surface. Ce qui fait qu'actuellement, à Grézieux, bien que les surfaces minimales ne soient pas autorisées, on arrive à imposer pratiquement une surface minimale, mais sans le dire, autour de 350 mètres, 400 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme, mais on ne peut pas faire mieux. D'autant plus que les COS ont été supprimés. Et d'après nos analyses qui avaient été faites en 2018, dans les années que tu évoques, j'évoquais, la population de Grézieux avait un accroissement d'environ de 2%. Et dans nos estimations de PLU, on avait estimé que la population, elle serait de 0,8. Et d'après les chiffres qu'on a eus avec le recul de 2-3 ans, ça semble se confirmer. Donc on n'est pas à 0 parce que 0, ce n'est pas tenable, mais il y a des communes, alors non seulement il y a des communes comme, je vais dire, Vaugnières ou même comme Brinda, qui sont un peu équivalentes, le PLH intercommunal
impose ou souhaite une population en accroissement de 1%. Donc nous, on est en dessous. On est en dessous, on respecte exactement les chiffres du SCOT. Et on ne peut pas mieux faire, mais on est très vigilant. Mais la loi a changé. Et donc le PLH, c'est le plan local de l'habitat, porté par la communauté de communes. Et donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est ce qui permet à l'échelle de plusieurs communes d'essayer d'harmoniser les documents d'urbanisme à horizon 10-20 ans. Et dans le PLH intercommunal, on s'est battu pour imposer pour Grèce-de-la-Varenne un accroissement de population qui soit inférieur aux 2 communes que j'ai évoquées. On a été relativement minoritaire, mais enfin bon, ça a été accepté. OK. Je ne sais pas si M. Matvon est avec nous en direct, mais Sylvie, tu lui enverras le lien de la vidéo en disant qu'il pourra regarder à 1h06 du début de la vidéo et il aura la réponse, plutôt 1h parce que 1h06 c'est maintenant. Alors, on prend peut-être une dernière question et puis ensuite on va arrêter. Alors, il y avait plusieurs questions, notamment concernant le trafic de terre, concernant les néonicotinoïdes. J'ai déjà pas mal répondu, y compris en entretien. Donc, si vous souhaitez vraiment aborder le sujet, on peut le faire. Mais sinon, il y a une dernière question qui concerne le Grézieux-la-Varenne, plus particulièrement, d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Buclon, qui dit qu'il est un habitant de Grézieux-la-Varenne et il souhaiterait donc interroger le maire concernant la sécurisation de la route de Bordeaux au niveau des quartiers du Martorey et du Bois-Brouillat. Il y a aussi la route de Brinda où il faudrait descendre les limites communales, où il y a eu encore plusieurs accidents au mois de février. Nous avons demandé des contrôles de radar. Avec plaisir. Ouais. Et voilà, si on peut répondre à Jean-Michel Buglon, et puis ensuite on pourra. Alors, par rapport à la demande de monsieur, au moment de la campagne électorale, on s'était engagé à résoudre le problème, on va dire, de vitesse, entre autres, de la route de Bordeaux, de vitesse et de sécurité. Et comme je pense qu'il faut absolument tenir ses promesses, on avait demandé au département de classer la route de Bordeaux en agglomération, au moins une partie. Bon, il y a eu la Covid, mais ce n'est pas la seule raison. Le département, pour tout raconter les dessous de l'histoire, souhaitait classer la route de Bordeaux en agglomération de Maison-Blanche-Vaugneray jusqu'au carrefour du Martorey. Donc c'est pour déplaçant les panneaux d'entrée de… Voilà, pour casser l'agglomération. Alors je vous dirai après. Donc bon, ça a été un petit peu long. Vaugneray a longtemps hésité et finalement, au bout de plusieurs mois, Vaugneray a refusé. Donc tout récemment, ça remonte environ à 15 jours, 3 semaines, j'ai recontacté le responsable du département, M. Chergui. On a eu une réunion en mairie il y a environ 10 jours et on s'est mis d'accord sur la modification des limites d'agglomération. Concernant la route de Bordeaux, puisque Vaugneray ne veut pas, l'agglomération de Grézieux va commencer à la limite des 2 communes, sensiblement vers VSD. Donc voilà, c'est chez nous. Ensuite, on va redescendre direction Craponne. On va bien sûr englober le rond-point des 4 chemins. Et comme on s'est engagé, l'agglomération va aller 50 mètres en dessous du chemin du Martorey parce qu'il y aura à faire une signalétique et on doit la faire 50 mètres avant. Ce qui veut dire que la route de Bordeaux, l'agglomération de Grézieux-la-Varenne sera entre, en gros, VSD, un petit peu en dessous, jusqu'à chemin du Martorey compris et 50 mètres au-delà. Ça permettra plusieurs choses. Ça permettra bien sûr de réglementer la vitesse et surtout, ça permettra de faire des aménagements sécuritaires pour les piétons. Je prends un exemple, le passage piéton qui avait été tracé, mais ça n'a pas été simple, au niveau du Leclerc. On pourra, au niveau communal, le reprendre et puis le faire de façon sécurisée. On pourra également imaginer des cheminements sécurisés entre le Martorey et le Leclerc. Donc ça, c'est acté. Concernant, dans le même esprit, la route de Brinda. La route de Brinda, lors de ce rendez-vous avec les services du département il y a environ 15 jours, au départ, on est parti sur la route de Bordeaux. Et comme on avait également évoqué en campagne électorale la route de Brinda, on a demandé au département, et ça va se faire, que la limite d'agglomération soit après le carrefour où débouche le Bois-Brouillat. Ça veut dire que dans le sens Grézieux-Brinda, l'agglomération s'arrêtera là aussi 50 mètres
en dessous du carrefour du Bois-Bouillat, puis il y a une autre rue qui arrive ici. Et là aussi, ça permettra de faire des aménagements sécuritaires qui avaient été réclamés depuis plusieurs années. Je pense à un autre exemple là, concernant la route de Bordeaux, je fais la navette entre les deux. La route de Bordeaux, quand on va en direction de Venuret, il y a toute une partie à droite qui est assez large et où les voitures se garent. Et on arrive au paradoxe, ces habitants doivent aller sur la route, et laisser les voitures sur l'emplacement. Là aussi, dans le cadre de la mobilité qu'on est en train d'étudier, on pourra dans ce cas-là appliquer des règles de verbalisation qui seront des règles communales et faire des cheminements sécurisés. Avec l'intérêt, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher à la commune, mais bon, il faut en passer par là par rapport aux promesses qu'on avait faites. Bon, je vois que Maurice Fix souhaite absolument intervenir. Maurice, vraiment faire très court parce qu'on a déjà dépassé plus de 10 minutes et sur un sujet, s'il te plaît. Alors, sauf si le micro ne fonctionne pas, ce qui est... Il n'y a pas de censure de notre côté. Ou alors sinon, je lis la question si Maurice n'arrive pas à se connecter. Ça concerne le transport. Activer le son, ça doit être bon. Ça fonctionne. Alors, très vite, le transport en commun est en lien avec l'urbanisation. Un bus, c'est fait pour transporter chaque jour, enfin une ligne de bus, c'est pour transporter chaque jour 5 à 8 000 voyageurs. Ensuite, on a le tramway pour 30 à 50 000 voyageurs par jour. Le métro, lui, c'est au-delà de 100 000 voyageurs par jour. Si Grézieux, qui est maintenant à 6 000 habitants, ce qui me hérisse, j'en avais parlé avec Bernard à plusieurs reprises, si Grézieux veut avoir 25 000 habitants dans les 10 ans qui viennent et Craponne 60 000 habitants, alors oui, il faut le métro très vite. Il y a une ligne de tram-train qui passe à Brignais, Chaponneau, Francheville, à La Haye, puis Tassin, Gorge-de-Loup, Saint-Paul. Cette ligne existe, elle est confiée à la SNCF. Ça fait des années que nous demandons à ce que ce soit le Citral, nouveau Citral ou pas, peu importe. C'est le Citral qui sait faire fonctionner en zone urbaine des véhicules et la tarification unique dont Thomas a parlé serait un gros avantage. La ligne 2EX que Thomas utilise a connu un succès phénoménal lorsque le Conseil général du Rhône de l'époque a dit « avec 2 €, je me déplace sans compter ». Auparavant, il fallait payer 7,50 € pour descendre de Saint-Symphorien-sur-Coise à Lyon. Aujourd'hui, ça doit être 2,10 € parce que ça a légèrement augmenté par rapport au tarif unique de 2 €. Donc, c'est une notion à garder en tête. Si on met un moyen de transport urbain trop performant, l'urbanisation va exploser. Soyez-en conscients. Trafic de terre, quelques secondes. Je me suis invité à la réunion d'aujourd'hui. J'ai pu remettre un dossier circonstancié à un conseiller de M. Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la ruralité. Pardon Fabienne qui m'avait proposé une solution que je n'ai pas utilisée puisqu'en parallèle, avec le sous-préfet Rochas, il était convenu que je voie directement le conseiller du secrétaire d'État. C'est un problème majeur sur l'ensemble de la commune de Vaugneray, mais dans tous les cas, les véhicules traversent Grézieux par la route de Bordeaux, par la route du col de la Luère, par le chemin du Martin. Et je finis là-dessus. Je propose à la mairie de Grézieux de mettre une caméra à l'entrée du chemin du Martin. Les gendarmes n'auront plus besoin de se déplacer. Ils verbaliseront à distance et ça, ce sera dissuasif. Okay. Merci, bonsoir. Maurice, tu m'entends, Maurice? Bien sûr. Ouais. Après, je ne vais pas prendre ton temps, Thomas. Alors, simplement par rapport à tes dossiers, si tu veux, j'en ai reparlé après que tu les aies remis avec le secrétaire d'État à la ruralité, d'une part, et le sous-préfet Rochas qui était là aussi. J'en ai reparlé, j'ai remis une couche. Alors, ils m'ont dit. Pas de terre. Hein? Pas une couche de terre. Pas une couche de terre, non. Alors, tu vois, je ne serais pas. C'est pas volontaire. Des fois, je le fais exprès. Pas une couche. Alors, je leur ai remis une découche, si ça s'arrange. Pour il y avait Benoît Rochas qui m'a, qui m'a réaffirmé prendre ce dossier très au sérieux. Et puis le ministre aussi, alors peut-être pas lui, mais ses services
Donc, j'ai appuyé ta demande du mieux que j'ai pu. Non, franchement, on peut pas. Le préfet bosse dessus, il a mobilisé tout le monde. Là, on peut pas mettre plus d'efforts publics sur le sujet parce qu'il y a pas mal d'autres sujets. Donc maintenant, il faut attendre que les actions portent leurs fruits et assurer le suivi. Juste un point concernant le tram-train. Effectivement, il va y avoir un nouveau Citral qui va prendre la compétence sur l'ensemble du Rhône. La région Auvergne-Rhône-Alpes garde des compétences, notamment sur le transport interurbain et sur le tram-train. Bien entendu, ça serait plus simple que la région dise au Citral, écoute, occupe-toi du tram-train dans ce qui est l'agglomération. La région, a priori, aujourd'hui, ne veut pas, ce qui n'empêche pas d'avancer sur une tarification unique. C'est juste un contrat, une convention à mettre en place entre les deux collectivités. Et moi, je m'interdis à ce stade de me dire il faut passer par la loi pour régler ce problème. Enfin, les deux collectivités doivent se parler et trouver la solution la plus adéquate pour avancer. Thomas, j'en parle avec les responsables du Citral depuis des années. Bernard Rigalta, Fouzia Bouzirda m'ont répondu qu'il faut changer la loi. Maintenant qu'on a la loi d'orientation des mobilités, c'est possible. Et que la région qui verse actuellement de l'argent à la SNCF verse de l'argent au nouveau Citral, la dépense est exactement la même. Non, mais bien sûr, bien sûr. Là, on n'est pas dans un transport interurbain, on est dans un transport urbain. Okay. Il s'appelle tram-tram et il va de Givors, qui est dans la métropole de Lyon, à Saint-Paul, qui est dans la métropole de Lyon. Okay. Donc, il faut y arriver. Tout à fait. Il faut que les deux collectivités, on va dire… je suis têtu et déterminé. Hein. On devra passer par la loi, mais c'est comme toujours une solution d'échec quand on doit imposer aux collectivités la manière de faire. Voilà, ce qu'il faut, c'est l'intelligence. Et ce n'est pas en mon nom que je parle au nom d'une association intercommunale qui résonne à l'échelon global. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette intervention. Bon, je pense que là, on a largement dépassé. En tout cas, je vais féliciter le maire Bernard parce que ça n'a eu aucune impasse sur l'ensemble aucun joker sur l'ensemble des questions qui ont été abordées. Monsieur le député, j'avais une question écrite sur votre activité de parlementaire. Si de manière très succincte et très courte, vous pouviez justifier le vote concernant la prolongation des néonicotinoïdes. J'ai déjà répondu à votre association sur ce sujet en entretien, je crois, lors de la permanence à Chaponneau de mémoire. Donc, je peux redire rapidement. L'idée, c'était de donner un dernier sursis à la filière de la betterave qui compte plusieurs dizaines de milliers d'emplois en France pour leur donner le temps de trouver une solution alternative à l'usage de cette substance que plus personne ne veut, que la France a déjà, que les betteraviers utilisent déjà en bien moins grande quantité que précédemment et que ce qui se pratique dans d'autres pays. Et je ne voulais pas tomber dans la solution hypocrite de dire on interdit ça en France, mais on va importer du sucre de nos pays voisins qui utiliseront cette substance. Donc, on donne un sursis, je crois, de 2 ou 3 ans aux betteraviers pour trouver une alternative et on interdira in fine si aucun effort n'est fait dans ce sens-là. Donc voilà, c'est dommage, il y a certains parlementaires de votre groupe qui n'ont pas donné cette dérogation, qui ont été courageux. C'est 2 ou 3 ans où il peut y avoir encore beaucoup de dégâts sur les arrêts, sur la population, et vous en êtes conscient. Je veux dire, il y a eu des études. Je ne partage pas le mot courageux. Je pense que protéger des emplois, c'est aussi être courageux d'une certaine manière. Enfin, c'est une question de choix politique. Et moi, je pense qu'on peut se permettre de donner un sursis complémentaire pour trouver une solution alternative. Encore une fois, on ne diminuerait pas la consommation de pesticides si on l'interdisait de manière brutale. C'est juste qu'on supprimerait, on sacrifierait notre filière et on apporterait du sucre produit avec ce type de… Et du sucre fabriqué avec de la canne à sucre qui viendrait du Brésil, pour lequel on aurait coupé des forêts. Merci Marc. Et dernière chose, moi je suis vraiment partisan pour que de telles dispositions se prennent à l'échelle européenne pour justement qu'il n'y ait pas de différence de traitement. Mais je comprends en tout cas votre inquiétude. N'empêche pas cela. Et en tout cas, je vous remercie de vous mobiliser sur ces questions et j'essaie vous pouvez le croire, de prendre des décisions, on va dire, en responsabilité. Alors, je reprends ma conclusion et donc je refélicite à nouveau Bernard parce que c'est rare que lors d'une visioconférence, un maire n'utilise aucun joker et il y a eu des questions assez pointues qui t'ont été posées et à chaque fois, tu as su y répondre. On a toujours plus de 30 personnes connectées alors qu'on est à plus d'1 heure de réunion et les personnes sans doute ont d'autres choses à faire à 8h30. Donc, c'est preuve de l'intérêt, on va dire, de ces échanges et je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent.
simplement pour dire que la vidéo sera accessible en rediffusion avec le sommaire et qu'elle sera aussi beaucoup vue à ce moment-là. Et pour terminer, je te propose de dire le mot de la fin sur finalement la manière dont tu as vécu cette expérience. Et puis, ce que tu veux. Alors, c'était une expérience d'abord. Je remercie donc Tomba de m'avoir associé à l'expérience. Alors, je voulais passer un peu de pommade, mais j'ai eu l'occasion de le dire dans l'interview. C'est vrai que Thomas, mais ce n'est pas le seul, il est très présent sur les territoires. Donc, encore ce soir, c'en est une preuve. Donc, c'est un élément important qu'il faut remercier. Hein. Ce n'est pas tous les, je pense, les députés qui ont la même attitude. Donc, première chose, je le remercie de plonger qui est à Grézieux et de façon plus générale pour son implication sur le territoire. Parce qu'être élu est une chose, et tenir ses promesses, je l'évoquais, c'est une autre chose. Donc ici, moi j'aime bien ce type de débat-là. J'ai aimé ce débat parce que moi je pense qu'il faut parler sans langue de bois. Donc, bon, on n'a pas de réponse à tout. Hein. Il s'est trouvé un peu par chance que les questions que vous me posiez, c'est des grosses questions, je connaissais les réponses. Mais c'est intéressant de participer sans, on va dire, sans filet. Puis voilà. Donc, je remercie donc de cette expérience qui j'ai trouvé très intéressante. Très intéressante. Ok, bah écoutez, on vous remercie. Merci à Maurice aussi. Voilà, et Maurice, c'est bon, les messages sont bien passés. On vous remercie tous et on vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonne soirée.